Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Mercredi soir, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu à sa résidence à la Riviera Golf le président du NDI, le National Democratic Institute. Ils se sont entretenus sur l'organisation de l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Le gouvernement entend faire du port autonome d'Abidjan un hub portuaire multimodal de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Ces mots sont du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui les a prononcés hier lors de l'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi après près de 3 ans de travaux. En prélude à la prochaine saison des pluies, Anne-Désirée Oloto effectue régulièrement des visites sur les sites inondables du district d'Abidjan et engage des travaux. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était hier à Koumassi où elle a invité les populations à quitter les zones à risque. Vous le verrez dans une dizaine de minutes. Je vous le disais en titre, mercredi soir, le président Alassane Ouattara a reçu à sa résidence à la Riviera Golf le président du NDI, le National Democratic Institute. Sujet principal de leur entretien, l'organisation de la présidentielle de 2020. Awa Touré était sur place pour RTI. La rencontre entre le président du NDI, National Democratic Institute, et le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur l'organisation des élections de 2020, notamment la recomposition de la commission électorale indépendante. C'est un processus qui a déjà démarré avec l'implication à un haut niveau du Premier ministre. Et je pense que c'est un processus ivoirien et nous attendons que les Ivoiriens fassent ce qu'il faut pour que ce processus puisse aboutir. Ce n'est pas seulement le travail du chef de l'État ou du Premier ministre, c'est le travail de tout le monde, les partis politiques, la société civile. Tout le monde doit se mettre ensemble pour engager le dialogue constructif pour que les choses aboutissent. Par anticipation aux élections de 2020, et surtout par rapport à la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a fait part de son engagement pour des élections apaisées, des élections transparentes pour l'année prochaine. Donc, je suis très content des déclarations du chef de l'État. Le NDI est une organisation non gouvernementale américaine qui œuvre pour le renforcement et le développement de la démocratie à travers le monde. Il accorde un appui pratique aux leaders politiques et dirigeants de la société civile qui travaillent à l'établissement de valeurs et institutions démocratiques dans leur pays. Hier jeudi, le canal de Vridi, élargi et approfondi, a été inauguré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'élargissement et l'approfondissement de ce canal vient apporter encore plus de dynamisme dans les activités du port d'Abidjan, à la grande satisfaction des usagers qui pourront désormais affréter aisément des navires de plus grande taille à destination d'Abidjan. Coût de l'investissement, 150 milliards de francs CFA. Un événement que la communauté portuaire d'Abidjan a voulu marquer d'une pierre blanche. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi marque un tournant important dans la vie du port autonome d'Abidjan. Un port en quête de compétitivité et confronté à la montée en puissance des ports des pays voisins. Le canal de Vridi, qui restait parfois fermé 10 heures par jour selon les conditions hydrodynamiques, ne le sera plus. Quand on sait que l'exploitation journalière des navires transportant 3500 conteneurs est de $20 000 US, contre $30 000 US pour un navire transportant 10 000 conteneurs, on apprécie mieux l'impact économique et financier à terme de cet ouvrage sur notre économie. Beaucoup plus de dynamisme dans les activités portuaires, un regain de compétitivité, de nouvelles perspectives pour l'économie nationale, surtout pour la communauté portuaire d'Abidjan. Le canal de Vridi que nous inaugurons ce jour nous apparaît comme un élément d'un puzzle gagnant, conduisant inéluctablement la Côte d'Ivoire vers l'émergence d'un secteur portuaire compétitif, capable de rivaliser avec ceux des pays faisant référence sur notre façade maritime. Le nouveau canal de Vridi peut désormais accueillir des navires pouvant atteindre les 350 mètres de longueur, avec 14 à 15 mètres de tirant d'eau et pouvant transporter jusqu'à 10 000 conteneurs. Un redimensionnement qui s'inscrit dans le cadre de la politique de redynamisation générale des infrastructures portuaires voulue par le gouvernement ivoirien. Le développement des infrastructures de transport maritime s'avère être une priorité. C'est à juste titre
que le gouvernement ivoirien a fait preuve d'anticipation en inscrivant, dès la fin de la crise post-électorale, au titre des actions prioritaires, l'amélioration de la compétitivité des deux ports du pays, en vue de soutenir les performances économiques attendues de la mise en œuvre de la vision du président de la République. Le port autonome d'Abidjan, c'est actuellement 85% des échanges de la Côte d'Ivoire et 75% des recettes douanières. Un poumon économique à préserver. Je voudrais vous assurer de la totale volonté du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, et du gouvernement à tout mettre en œuvre pour toujours améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. En effet, sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment le redimensionnement du canal de Vridi, objet de la présente cérémonie, mais également la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. Fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Chine, la rénovation du canal de Vridi a nécessité un investissement de 150 milliards de francs CFA. Il a été réalisé en 37 mois par l'entreprise China Harbour Engineering Company. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Avec ces chantiers d'envergure, le port autonome d'Abidjan se repositionne comme le premier port de la côte ouest africaine. Pour la petite histoire, il a été officiellement inauguré le 5 février 1951 par François Mitterrand, alors ministre français des Territoires d'Outre-mer. Près de 70 ans après, le port d'Abidjan est aujourd'hui prêt à relever de nouveaux défis. Retour sur le parcours de ce port qui s'adapte à l'ère du temps. C'est avec Mahama Traoré. Un port en lagune, relié à la mer par un canal, celui de Vridi. Un édifice né de la volonté des autorités coloniales de créer un port dans le but d'exporter les matières premières de la Côte d'Ivoire vers l'Europe. Nous sommes en 1896. Deux projets de port sont à l'étude, l'un vers Grand Bassam et l'autre vers Grand Laou. Le premier projet est porté par le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire française, Louis-Gustave Binger, le second par le capitaine Jean-Baptiste Marchand. Des projets qui vont connaître des échecs dès la phase de percée du cordon littoral. Les ouvrages de protection du débouché en mer et les appontements annexes étaient engloutis par de vastes effondrements vers un trou sans fond découvert en 1845 par l'explorateur français Boué-Villomèze. En 1932, le projet est repris par l'ingénieur des ponts et chaussées Roger Pelnard-Considère. Il propose un ouvrage capable de surmonter l'obstacle du trou sans fond. C'est ce projet adopté en 1935 qui donnera finalement naissance à l'actuel canal de Vridi. Les travaux lancés en 1938 vont être retardés par la Seconde Guerre mondiale. En 1950, l'édifice sera achevé. Depuis, la lagune ébriée et l'océan Atlantique sont connectés grâce à un canal long de 2,7 km sur 370 mètres de large, avec une profondeur de 11 mètres. Suivra ainsi la mise en service du port autonome d'Abidjan le 5 février 1951. Entre 1974 et 1975, le canal va être approfondi pour l'adapter aux mutations du secteur maritime. Il va ainsi passer de 11 à 13,50 mètres de profondeur sur une largeur de 150 mètres. Depuis, plus de relooking, ce qui va faire perdre au canal de Vridi son statut d'atout majeur pour ainsi devenir le principal facteur limitant à la compétitivité du port d'Abidjan. 40 ans plus tard, sonne enfin l'heure de la Renaissance. Le 6 octobre 2015, les travaux d'élargissement et d'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi sont lancés. 3 ans plus tard, l'ingénierie chinoise opère la métamorphose. La passe d'entrée mesure désormais 350 mètres de large contre 200 mètres auparavant. Le port d'Abidjan peut de nouveau accueillir les grands navires de plus de 300 mètres de long, ayant un tirant d'eau de 16 mètres.
Reportage signé Mahama Traoré. Allons-y maintenant à Yamoussoukro, rejoindre l'ensemble des acteurs du budget et des finances. Ils y sont depuis hier pour dresser le bilan des actions 2018. Les travaux permettront également de finaliser le programme d'activité 2019 et définir les grandes orientations pour l'exercice à venir. Reportage RTI Boaké, Charles Tatou. Ces travaux répondent à la politique de transparence et de bonne gouvernance prônée par le gouvernement. Les acteurs du budget et des finances planchent donc sur les activités exécutées au titre de l'année 2018. But recherché par la Direction générale du budget et des finances, la performance dans la réalisation de ces activités en vue de faire face aux nouveaux défis de son ministère. La Direction générale du budget et des finances a enregistré un taux satisfaisant de réalisation de son plan d'action stratégique 2018, puisque nous avons réalisé plus de 96% des activités programmées dans notre plan d'action stratégique. Nous avons pu contenir le déficit budgétaire dans la limite de 4% prévu dans le programme économique et financier. Pour l'année 2019, donc, nous avons proposé des actions. Nous allons, pour la préparation du budget 2020, permettre à notre pays de passer du budget de moyens au budget programme. À l'ouverture des travaux, le représentant du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a salué les efforts des participants. La Direction générale du budget et des finances est un maillon essentiel dans le système économique et financier de notre pays. Je voudrais donc vous rassurer, monsieur le directeur général, du soutien total du gouvernement dans toutes les activités de votre importante structure. Les travaux prendront fin ce vendredi 22 février. Ici à Abidjan, Kandia Camara, elle s'est prêtée hier à un exercice. Invitée des rendez-vous du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a décliné face aux journalistes les actions du gouvernement pour un système éducatif de qualité. Le compte-rendu de Sephora Zegui et Grace Kando. Cette deuxième édition des rendez-vous du gouvernement pour l'année 2019 permet à Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'entretenir la presse nationale et internationale sur la politique du gouvernement en faveur de l'éducation, mais aussi sur les questions brûlantes de l'actualité. Il s'agit notamment de la grève des enseignants, en rupture avec la trêve sociale signée par les plateformes syndicales et le gouvernement en 2017. Nous avons entamé les discussions le lundi. Nous avons poursuivi les discussions le mardi, mais le mardi, certaines plateformes se sont retirées, mais le lendemain, ils sont revenus à la table de discussion. Les discussions se déroulent dans de bonnes conditions, dans un bon esprit, et nous osons croire que d'ici la fin de la semaine, les syndicats qui ont lancé des mots d'ordre de grève vont les lever afin que tous les enseignants reprennent les cours dès le lundi. Sur la question des acquis majeurs de 2011 à 2019, la ministre assure que le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Aujourd'hui, le parc scolaire totalise 2834 écoles préscolaires, 16 957 écoles primaires, 1778 établissements secondaires, 16 CAFOP, 237 établissements d'enseignement technique, 307 établissements de formation professionnelle. Il y a tout de même des défis à relever. Le gouvernement dit consentir d'énormes efforts. Les défis les plus significatifs se résument à satisfaire les besoins en construction d'infrastructures scolaires, combler définitivement le déficit en enseignants et personnel d'encadrement, atteindre le taux de 25% de préscolarisation et de 100% de scolarisation à l'horizon 2025. Pour les perspectives, le programme social du gouvernement 2019-2020 prévoit un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants du primaire et du secondaire, construction de 200 collèges de proximité,
7 lycées de jeunes filles, 4 centres de formation professionnelle et l'ouverture en septembre prochain du lycée d'excellence de Grand Bassam pendant 1h30, Kandia Camara a traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de l'éducation le socle de l'émergence de la Côte d'Ivoire en assurant pleinement ses responsabilités. L'on a encore en mémoire les inondations de l'année dernière qui ont fait des morts et des dégâts énormes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Cela ne doit pas se reproduire. Le gouvernement met tout en œuvre pour réussir le pari. En prélude à la prochaine saison des pluies, Anne-Désirée Ouloto effectue régulièrement des visites sur les sites inondables du district d'Abidjan. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était hier à Koumassi où elle a invité les populations à quitter les zones à risque. Grace Kando. Koumassi, du carrefour Zoé Bruno jusqu'au marché Gouro, commerces, habitations et autres installations empêchant l'évacuation des eaux pluviales ont été déguerpis il y a quelques jours au profit des travaux d'assainissement. À ces initiatives s'ajoute la construction d'un réseau d'eau usée et l'aménagement du canal d'Anoumabou, des travaux coordonnés par l'Office national de l'assainissement et du drainage. S'agissant de Koumassi, nous avons entrepris ce qu'on appelle la libération des exutoires. Nous, nos canalisations, nos drainages d'eau pluviale sont comme les veines d'un corps humain. Quand c'est sectionné, quand il y a un garrot quelque part, ça ne peut pas circuler. Donc les exutoires sont le terminus de ces ouvrages-là et qu'il fallait libérer. Ensuite, nous avons entrepris ce qu'on appelle les travaux de pré-saison. C'est des curages de canaux de drainage d'eau pluviale. Nous avons les travaux de libération des emprises. Oui, malheureusement, à Koumassi, il y avait beaucoup d'extensions sur nos réseaux qui sont également réalisées. À Koumassi, nous pourrons être à 2,5 milliards. Ça va aider énormément pour la saison des pluies. Aménagement effectué en prélude à la saison des pluies. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la ministre Anne-Désirée Ouloto, en compagnie du maire de la commune, effectue une visite de terrain. À Koumassi, les conditions d'atténuation sont en train d'être mises en place par le maire. Vous avez les entreprises ici qui ont commencé leur travail, mais le problème c'est que l'ONAD, par exemple, qui est chargé de l'assainissement et du drainage, n'arrivait même pas à avoir accès à certains sites à cause des occupations anarchiques. La SODECI également, assainissement, c'est le même tableau. Aujourd'hui, le maire a ouvert tous ces chantiers. Il permettra donc à l'ONAD et à la SODECI d'accélérer leurs activités, leurs travaux, de respecter les délais afin que nos populations soient tranquilles pendant la saison des pluies. Différents points ont été identifiés qui vont donc faire l'objet d'actions prioritaires de sorte à ce que la saison des pluies ne soit pas la saison au cours de laquelle Koumassi est traité de tous les maux. C'est tout ce qui concerne l'assainissement. Au-delà de l'assainissement, ce qui est prévu également, c'est la voirie. Avant la commune de Koumassi, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a eu une séance de travail avec les autorités communales de Cocody. Dans cette cité également, plusieurs sites inondables ont été identifiés, entre autres le carrefour de la Vie et le rond-point de la Palmeraie. Le premier magistrat compte s'impliquer. Cette séance de travail était vraiment attendue. Nous allons faire en sorte, même s'il y a peut-être des dégâts, ou un dégât matériel, mais pas en tout cas de perte de vie humaine. Et nous allons nous y atteler dès maintenant. Nous allons sensibiliser les populations et nous allons être sur le terrain en permanence. Après Koumassi et Cocody, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité se rendra dans les communes d'Adjamé et d'Abobo pour sensibiliser les populations sur la nécessité de quitter les zones à risque. Il n'y a pas que la pluie que l'on redoute à Abidjan, les incendies le sont tout autant. Et pourtant, encore un appartement qui part en fumée. Le feu s'est déclaré hier à 23 h dans un immeuble du quartier Sogefia, ici dans la commune de Cocody. Les policiers du 8e arrondissement et les sapeurs-pompiers militaires sont intervenus pour circonscrire l'incendie. Bilan des dégâts matériels, pas de perte en vie humaine et des blessés, dont un dans un état critique. Il s'agit du père de famille qui a choisi donc de sauter du 2e étage. Nous en reparlerons certainement dans nos prochains journaux. On prend maintenant la direction de la Bourse du Travail de Treichville, cadre choisi hier jeudi par la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour tenir son assemblée générale. Il a été principalement question de la mise en œuvre prochaine de la couverture maladie universelle. Serge Coléa nous en donne les détails.
Face à ces délégués, le président du conseil d'administration de la MIGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, a présenté le projet de régime complémentaire obligatoire. Conformément au décret de 2017 instituant un régime complémentaire au régime général de base de la couverture maladie universelle, le conseil d'administration entend ainsi se mettre en phase avec les autorités ivoiriennes. Les délégués représentant les mutualistes n'ont pas accepté le contenu de cette complémentaire obligatoire parce que malheureusement, certains actes qui étaient précédemment pris en compte ne le seront plus dans le cadre de cet arrimage avec la couverture maladie universelle. Et nos délégués ont souhaité que la prise en charge, à défaut d'être optimum, soit maintenue à tout le moins à l'État. Nos délégués nous ont demandé de continuer le plaidoyer avec l'État, mais on demandait également fermement à l'État de payer une part patronale pour pouvoir équilibrer l'état financier de la MIGEFSI dans le cadre de la mise en route de cette complémentaire obligatoire, mais également à l'État d'autoriser qu'une augmentation des cotisations puisse se faire pour que les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire soient pris en charge de façon efficace. Le conseil d'administration a pris bonne note des préoccupations de ses délégués. Elles seront prises en compte dans le cadre des discussions sur la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain, le 24 février. Pour les 5 candidats, Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Imaké Niang, la dernière ligne droite est donc lancée. Ce vendredi marque le dernier jour de campagne. Notre reporter Sidonie Davila revient pour vous sur les enjeux de ce scrutin décisif pour la démocratie au Sénégal. Un après-midi dans la commune de Cocody, Cheikh Ibrahima Fall, sénégalais, vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, s'apprête à faire le thé. Amadou Cissé, son compatriote, installé aussi en Côte d'Ivoire depuis les années 90, ils observent de loin le déroulement de la campagne présidentielle ouverte depuis le 3 février dernier. On attend du futur président qui nous regarde davantage. C'est vrai que ceux qui sont là, ils ont fait beaucoup de choses pour la diaspora, mais il y a des choses qui restent. On veut des financements, n'est-ce pas? On veut des bourses pour nos enfants qui sont nés ici, qui doivent encore rentrer au Sénégal. Treichville, c'est la commune qui concentre le plus la communauté sénégalaise. L'intérêt de cette élection pour les Sénégalais est aussi vif. Voilà, nous voulons qu'il aide les jeunes à travailler, il aide les jeunes à améliorer leur travail. Et puis nous voulons que l'éducation avance. Ce qu'il peut faire pour nous, c'est d'essayer de nous faciliter les choses au niveau des papiers administratifs. Par exemple, à l'ambassade comme au consulat. Parce que souvent on a tendance à avoir certains problèmes pour avoir des passeports, avoir certains papiers comme les extraits de naissance. Nous qui sommes natifs dans ce pays-là, souvent on a des problèmes d'extrait quand on va au Sénégal. Le 24 février prochain, les Sénégalais iront choisir leur président parmi 5 candidats en lice qui ne cessent de multiplier promesses et recettes pour changer le visage du Sénégal. Moi, on est l'attachement des populations, leur adhésion pour la poursuite du plan Sénégal émergent. Nous sommes à quelques jours de gagner la première bataille vers la véritable alternative. Mon combat est celui d'une jeunesse qui a perdu tout espoir. Pour ce qui est de mon programme, le pur sang, il est essentiellement axé sur l'homme. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Les promesses des 5 candidats sont nombreuses. La réduction du taux de pauvreté et la création d'emplois sont de grands défis à relever. Ce sont des élections qui vont essayer de mettre à plat en fait toutes les antagonismes au niveau politique, parce qu'on sent qu'il y a une volonté de retour du parti de l'ex-président, M. Wade. Il y a aussi que le président actuel veut consolider sa majorité. Donc il y a effectivement de réels enjeux, surtout au plan économique, au plan politique et au plan social. Un autre enjeu de taille dans cette élection, celui de la sécurité.
Face à une campagne émaillée de violence, faisant des morts et des blessés, et face à l'appel au boycott de l'ex-président Abdoulaye Wade, la paix et la sécurité sont aujourd'hui problématiques pour ce scrutin. Pour s'assurer de la bonne tenue de cette élection au Sénégal, des organisations telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine se font l'obligation de l'accompagner. Au Sénégal, plusieurs missions d'observation sont donc déployées avant, pendant et après le scrutin. C'est extrêmement important pour l'Union africaine parce que lorsque vous regardez la vie des non-nations africaines, il y a beaucoup de conflits sur le continent et les conflits surviennent généralement des élections. La mission d'observation elle-même, elle est forte de 80 membres. Elle est dirigée par le président Thomas Yahi Boni. Les observateurs de la CEDEAO, courte durée ou longue durée, travaillent en étroite collaboration avec ceux qu'ils trouvent sur le terrain. Environ 50 000 Sénégalais vivent en Côte d'Ivoire. Parmi eux, 21 483 sont inscrits sur les listes électorales. Ils appellent de tous leurs vœux à des élections paisibles et transparentes. Le jour du vote, chacun va, il vote son candidat, on se retrouve autour d'un thé ou d'un bol de thiep, on mange, on rit. Le Sénégal est très majeur en matière d'élection. On est tellement intelligent et on connaît tellement les élections que ça ne peut pas aller à une violence. Le Sénégal est un exemple de démocratie dans la sous-région, voire en Afrique. Pourra-t-il préserver cette image qu'on lui connaît? Rendez-vous au soir du 24 février, jour du scrutin, pour le savoir. C'est un reportage signé Sidonie Davila. Il y a du sport dans ce journal, du rallye. La 45e édition du rallye Bandama, c'est du 22 au 24 février. Les coureurs sont inscrits et la compétition s'annonce rude. Hier jeudi, la reconnaissance du circuit a démarré et les équipages continuent de se préparer. Le témoignage de nos confrères de RTI Sport. Le circuit du rallye Bandama a été totalement chamboulé pour cette 45e édition, marquant les 50 ans de la compétition phare du sport automobile ivoirien. Le tracteur est passé sur l'ensemble du circuit et les équipages ont débuté la reconnaissance en véhicule normal. Les bolides de course prendront les différents circuits le vendredi 22 février au matin pour les premiers essais. Pour l'heure, les mécaniciens des différents équipages passent les derniers tournevis. On vient de terminer avec les reconnaissances de la journée du dimanche. C'est un vrai rallye de Côte d'Ivoire, très long, assez difficile. Mais bon, dans l'ensemble, je pense qu'on devrait pouvoir bien s'amuser. La super spéciale, marquant le lancement officiel du rallye Bandama 2019, aura lieu le vendredi 22 février sur le coup de 15 h devant la fondation Félix Houphouët-Boigny. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale. On ira au Venezuela, en RDC et au Burkina Faso où s'ouvre demain le FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain. C'est l'actu en bref, une sélection de Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. Le FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain, créé en février 1969, fête ses 50 ans. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce samedi 23 février 2019 au stade municipal de Ouagadougou qui se transforme en capitale du cinéma en Afrique. Pour sa 26e édition, le festival présente plus de 160 films de tout le continent, mais aussi de la diaspora. Le cinquantenaire consacré au thème mémoire et avenir des cinémas africains sera également l'occasion rêvée d'honorer les plus grands cinéastes africains et de projeter tous les films lauréats depuis un demi-siècle. En République démocratique du Congo, les ministres annoncent leur démission les uns après les autres. L'Assemblée nationale leur laissait jusqu'à minuit pour dire s'ils souhaitaient rester membres du gouvernement ou siéger au Parlement. Mais il s'agit d'une simple formalité. Si certains espéraient que cela précipite la nomination d'un nouveau gouvernement, il n'en est rien. 4 semaines après l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a toujours un flou sur la gestion du pays. Au Venezuela, les tensions persistent autour de l'accès à l'aide humanitaire. Juan Guaidó, la figure de proue de l'opposition, reconnue comme chef d'État légitime par une partie de la communauté internationale, avait fixé la date du 23 février pour l'entrée en territoire vénézuélien de l'aide humanitaire envoyée par ses alliés étrangers et actuellement bloquée aux frontières.
Or, à 24 heures de l'échéance, aucune solution négociée n'est en vue. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a en effet annoncé sa décision de fermer totalement la frontière avec le Brésil jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur la chaîne Kerasan.